Au début de ce livre, et ce qui va t'amener à retourner au début de l'écriture et à Aleph, c'est que tu ne parviens plus à écrire l'exil. Qu'il y a comme un moment où les mots te fuient et que tu ne peux plus. Et c'est pour retrouver cette capacité à écrire l'exil que tu vas revenir à l'origine de cet Aleph, l'écriture. Ah oui, c'est une longue histoire, parce que... Nous avons le temps. C'est vrai que depuis que j'écris, depuis que je suis en France, toujours on me pose des questions sur mon exil, sur comment je suis venu en France. À chaque fois, dans les débats ou dans les rencontres, dans les conférences, je raconte ça, bien sûr. Mais à chaque fois, quand je me mets devant mon ordinateur ou devant une page blanche pour écrire ça, il y a une sorte de blocage. Et je ne sais d'où ça vient. Bon. Et je me rappelle quand, en 2002, après 18 ans d'exil, je suis retourné chez moi en Afghanistan, pour la première fois, et de retour, je devais écrire un texte sur mon retour, donc aussi sur mon exil. Et avec Paul Tchaikovsky-Lorenz, mon éditeur, donc on parlait de ça, mais donc je racontais mon retour, mais c'était un retour imaginaire. Je ne pouvais pas parler de l'exil. Et j'avais complètement renoncé même de parler de cet exil. Et je l'avais laissé complètement de côté, cette étude. Et plus tard, j'ai rencontré Sophie de Sévry, qui est là, et elle tout de suite elle m'a demandé d'écrire un beau livre sur l'exil, avec de la peinture, et puis des photos, donc d'illustrer qu'est-ce que représente l'exil pour moi. Et pareil, je me suis mis derrière mon ordinateur pour écrire. J'écris des pages et des pages et des pages et des pages, mais le livre n'était toujours pas là. Je ne voyais pas mon livre, je ne voyais pas moi-même. Et donc, j'ai renoncé presque à ça. Et un jour, Sophie est venue dans mon atelier pour parler, pour discuter de ça. Et en même temps, elle voyait non seulement toutes les photos et les peintures que j'accrochais au mur pour m'inspirer et puis pour justement écrire ce livre. Il y avait aussi mes callimorphies, des calligraphies par terre, un peu partout. On y viendra un petit peu, parce que là, personne ne sait ce que sont les callimorphes, et ça va être un point de plus d'aboutissement que de début. Et donc, à ce moment-là, je lui parlais justement de cette impossibilité d'écrire sur l'exil. Et pourtant, je lui ai lu des pages, quelques pages, qu'elle a aimées, elle voulait absolument le publier, mais je ne sentais pas ce livre. Donc, par contre, j'ai parlé justement des callimorphies. Ensuite, j'ai eu une exposition de tous ces... Et c'était quoi? Parce qu'à chaque fois, quand je n'arrivais pas à écrire, je mets à côté de mon ordinateur des pages, des feuilles et des calames, etc. Et je dessine et j'écris des mots, je calligraphie des mots, comme une sorte de prière, comme des prières pour que les mots me reviennent. Je prie les mots. Attic, quand je t'entends parler comme ça, je me demande si on n'est pas, nous, responsables, tous, à ton égard, parce qu'il y a, tu es Attic, on connaît pour la plupart ton parcours, il y a presque de notre part, et certainement à tort, une injonction à l'exil, une injonction à ce que tu nous racontes, exil, alors que peut-être ça n'est pas le sujet. Oui, pour moi, pourquoi après, quand j'ai réfléchi, pourquoi je n'arrivais pas à écrire, justement, à décrire mon exil? Parce que l'exil, au fond, c'est tellement profond en nous. Et aussi, je crois, comme ça, en méditant sur le sujet et puis pendant l'écriture de ce livre, j'ai aperçu que nous, c'est, en fin de compte, toute l'humanité était fondée sur l'exil. C'était toujours l'immigration. Il y avait toujours ce déplacement, cette errance permanente, que l'on soit religieux ou non. Mais déjà, quand on ouvre justement la Bible, etc., et quand on voit comment Adam et Ève sont chassés
de paradis, de l'Éden. Donc on s'aperçoit que ça c'était le premier exil de l'humanité, d'une certaine manière. Et même si on n'y croit pas, mais lorsque cet animal océanique qui abandonne justement son milieu, son environnement aquatique pour venir sur la terre, c'est aussi un exil. Et puis, chaque individu, quand il quitte le ventre de sa mère, est aussi un exil. En fin de compte, on est ici de l'exil. Mais par contre, cet exil dans la vie qu'on subit plus tard, volontairement ou involontairement, peu importe, ça nous ramène à cet exil existentiel et originel. Et c'est pourquoi aussi on est toujours, que cela nous concerne ou pas, ébranlé par ce genre de mouvement, par ce genre d'errance. Alors, dans ce mouvement d'errance, et on va revenir à la teneur et à la construction de ton texte, il y a donc face à cette incapacité à dire, j'ai presque dire qu'il y a dans ce livre, pour moi, comme une démarche psychanalytique, de remonter à une sorte de trauma initial. Et là, c'est comme si ce trauma, qui en l'occurrence n'en est pas un, était incarné ou figuré par cette lettre. Cette lettre, l'Aleph, que l'enfant va dessiner pour la première fois. Et cette lettre, et c'est ce qu'il y a de, je trouve, de fascinant dans ton ouvrage, cette Aleph et tu l'as dit, c'est la première lettre, mais c'est la première lettre de Allah, ce qui rend toute calligraphie sacrée. Et tous ceux, et on va voir que tu en fais partie, qui s'écartent de la norme calligraphique, sont en quelque sorte des rebelles au sacré. Oui, c'est vrai que quand on est dans des pays comme ça, en Afghanistan, tout jeune, on devait faire de la calligraphie. C'est notre matière, c'est un cours, donc il faut être très très sage pendant l'écriture. Et le maître, évidemment, toujours commençait avec la lettre Aleph. C'est à la fois, en Chine, au Japon, c'est le cercle. Pour s'entraîner à la calligraphie, même pour se mettre à la calligraphie, donc c'est le cercle. Mais chez nous, c'est l'Aleph. Et une lettre très simple, c'est verticale, que vous allez voir dans le livre, d'une simplicité extraordinaire, mais face à cette lettre, il faut avoir une certaine exigence. D'abord parce que c'est la taille de cette lettre qui définit la taille des autres lettres quand on calligraphie. Donc, c'est une lettre étalon très important. Et en même temps, première lettre de Allah. Donc, et moi, j'étais un enfant pas très sage. Et donc, je faisais à ma guise. Donc, je traçais la lèvre comme je voulais, comme ça m'enchantait. Donc, c'était un peu courbé, c'est penché, etc. Et j'étais toujours puni par le professeur. Donc, Attends, parce que j'ai adoré la punition du professeur. Tu étais, parce que tu étais puni, chargé de tailler le calame des autres. Ah bah oui, parce que le calame, c'est une sorte de roseau, de tige de roseau. Donc, alors là, à chaque fois, moi, j'ai même, quand j'ai dit que mes doigts ont une mémoire de ces instants, en effet, je garde toujours les traces de cette lame avec laquelle on taillait, et je me coupais les doigts avec. C'était très violent quand même. Et moi, j'étais toujours... Parce que le professeur, il ne comprenait pas. J'étais bon toutes les matières. J'avais toujours première note, de tout, sauf en calligraphie. Et c'est pourquoi il me punissait. Donc, je taillais, et puis je pleurais, je rentrais à la maison, c'était horrible. Non, mais il y a une étrange métaphore de l'écrivain qui est privé d'écrire et taille le roseau des autres pour écrire. C'est oui, je n'ai pas pensé. Mais en effet, oui, c'est une punition, c'est vrai. Même maintenant, quand je taille mes calames et tout ça, je n'arrive pas à me défaire de ce souvenir et puis de ces instants. Et en effet,
c'est une sorte Si je suis devenu écrivain, c'est peut-être justement par rapport à ces instants-là, je crois. Je n'arrivais pas à tailler. Maintenant, l'ordinateur me permet de faire, mais je n'arrivais pas à ne pas faire de la calligraphie. Comme si j'essaye toujours de retourner à mes origines, comme si j'essayais toujours de revenir à ces instants où j'apprenais la langue, l'écriture, comme si c'était la première fois que j'écrivais. Et j'aime, en fait, au fond, oui, cette première innocence de l'écriture. Et en même temps, tu vas avancer dans la calligraphie. Et ce qui est très beau dans ce texte, c'est qu'il nous fait réfléchir à aujourd'hui. Parce que, bien évidemment, ce livre résonne avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Et on a le sentiment que cette calligraphie libère et en même temps opprime. Brime, au moins. C'est-à-dire que cette calligraphie est à ce point sacrée qu'on ne peut s'en écarter. Et qu'on a le sentiment qu'elle est là pour, bien évidemment, libérer l'enfant et en faire un adulte par l'accession progressive à l'écriture. Parce que dans le premier mot que je vous ai lu, et je vais vous relire ce petit bout de poème que je trouve très, très éclairant. Sur le tableau de mon cœur, il n'y a que l'Aleph, à la taille élancée d'aimer au féminin. Que faire? Mon maître ne m'a pas appris d'autres lettres. C'est-à-dire qu'on est comme quand on est un enfant, qu'on n'a pas acquis les moyens de dire, si on n'a pas appris la deuxième lettre pour dire combien on aime, on est incapable d'aimer. Exactement. Et puis déjà, cette première lettre, pourquoi il faut être copié à l'infini? Oui, déjà, ça montrait un peu une sorte de dogme qu'on enseignait dans des écoles en Afghanistan à cette époque-là. Et notamment, à côté, il y avait, heureusement qu'il y avait d'autres matières qui nous éclairaient un peu plus. Mais en ce qui concerne les cours de la calligraphie, c'était consacré qu'à la calligraphie, à recopier les lettres sacrées et le Coran. Parce que toujours, vous voyez, même la calligraphie est née pour recopier le Coran, les textes sacrés. Sublimer les lettres, justement, et puis embellir les lettres sacrées, Dieu. Donc, il y a un rapport très fort avec la notion de Dieu et puis le sacré. Donc, et alors que moi, dans ma famille, on était mon père, bien qu'il soit né dans un milieu religieux, etc., il connaissait par cœur le Coran, il connaît toujours, mais enfin, il est toujours vivant. Et ma mère est encore pire. Donc, elle était complètement mystique, elle cherchait, elle allait toujours acheter des talismans auprès d'un rabbin juif qui était à Kaboul, qui donnait des talismans aux femmes musulmanes, etc. Et c'était toujours... Mais mon père, lui, il nous enseignait autrement la religion. Il y avait dans des soirées, par exemple, il buvait, et ensuite, je vous montre, il mettait son tapis de prière, comme ça, et comme ça, tout n'est contre moi, et tous les autres qui étaient là me disaient, mais Monsieur Raimi, mais c'est de la blasphème. D'un côté, tu es religieux, tu fais la prière, tu penses à Dieu, et en même temps, ivre mort, tu te mets sur le tapis de prière. Et il dit, si Dieu existe, et s'il me voit dans quel état je pense à lui, et s'il ne me pardonne pas, ça veut dire qu'il est vraiment con. Oui, c'est une vision intéressante de Dieu. Alors, tu as parlé de ton père dans ton histoire, on le sait. Bon, ton père a été arrêté, il est allé en prison. Ensuite, quand il est sorti de prison, il est allé en Inde. Et après des pérégrinations, tu vas faire le voyage vers l'Inde, qui est à la fois le voyage vers le Père, mais qui est en même temps une façon de se rencontrer. Tu te rencontres en Inde. Oui, à l'époque, c'est vrai que mon père, c'était en 1973, durant le coup d'État du cousin du roi,
Comme mon père était monarchiste, donc il a été arrêté, emprisonné. On disait qu'il faisait un putsch, machin. Bon, il était un putschiste. Bon. Je connais mon père, lui, le putschisme, tout ça, non. Mais quand même, il a été arrêté. Et 3 ans après, quand il était libéré, il ne voulait pas rester en Afghanistan. Il voulait absolument quitter le pays parce qu'il se sentait très humilié. Très humilié. Il voulait partir. Il est parti avec ma mère au début. Nous, les 4 enfants, on est restés avec notre grand-mère. Et quand il y a eu le coup d'État des communistes, en 1978, ma mère, elle était obligée de retourner en Afghanistan parce qu'on était là et puis ça, c'était pas très commode à ce moment-là de vivre à Kaboul, quoi. C'était, tout le monde craignait la guerre, s'approchait avec les Afghans et l'armée rouge, etc. Donc, et à ce moment-là, donc, mon père est resté en Inde et je devais partir. Mon frère, entre-temps, qui est devenu communiste, lui, il voulait rester absolument à Kaboul. Donc je suis parti. Et c'est vrai que c'est rencontrer justement une autre culture, une autre civilisation, une autre langue, un autre monde, une autre manière de penser, c'était à l'âge de 16 ans, c'est très troublant. Mm-hmm. Donc d'un seul coup, j'ai eu cette conscience que non, il n'y a pas que l'islam comme religion. Et que moi, je ne suis pas un produit religieux, ni politique. Et ça a été vraiment un changement majeur dans ma vie. C'est pour que je me dis que je me suis rencontré. Et en même temps, vous voyez, l'Afghanistan n'est pas très loin de l'Inde. D'ailleurs, on a partagé une grande partie de notre histoire avec l'Inde. Et puis l'Inde était très présente en Afghanistan. Le bouddhisme était en Afghanistan. Vous voyez les fameux statues de Bouddha détruites par les talibans en 2001. Donc ça explique tout. Donc, et d'une certaine manière, j'ai retrouvé mes origines très anciennes en Inde. Mm-hmm. Et là, je dis que voilà, d'où je venais. Et c'est pourquoi, de temps en temps, je dis que je suis né en Inde, incarné en Afghanistan et réincarné ici en France. Et sur le... Alors, on peut se poser la question, quand tu réussis à réunir en toi cette sainte trilogie, c'est déjà beaucoup, et je n'ai pas dit sainte trinité en plus, de se poser la question de la religion. Et il y a dans ton livre un passage que j'aime beaucoup, qui fait la synthèse de ton rapport à la religion. Et j'aime ce passage et je vais vous le lire. Je suis bouddhiste parce que je crois en ma faiblesse. Je suis chrétien parce que j'avoue ma faiblesse. Je suis juif parce que je ris de ma faiblesse. Je suis musulman parce que je combats ma faiblesse. Et je suis athée si Dieu est tout-puissant. C'est pratique, ça, non ? Je pense que quand on a à se déterminer... Ça arrange beaucoup, mais en même temps, à chaque fois, on me pose la question, mais alors pourquoi la faiblesse ? Et puis, pourquoi en Afghanistan, au contraire, c'est très très mal vu parce qu'à leurs yeux, je suis un renégat, ce qui est les crimes le plus atroce qu'on puisse mettre dans un pays comme ça. Donc, on peut tuer, c'est pas important, mais renier sa religion ou dire que voilà, même comme ça, donc sans une conviction, ça y est dit, tu as dit. Ça, tu es un apostat là-bas. Tu es un apostat. Oui, parce que la profession de foi en islam, c'est ça. C'est-à-dire, dis que tu es musulman, ça y est, tu es musulman. Dis que tu es hindou, tu es hindou. Donc, voilà. Pour eux, c'est ce qui fait que les conversions sont extrêmement rapides. Ah, bah oui, exactement. Et oui, il suffit de réciter un verset de Coran, on devient musulman presque. Oui. Donc c'est une question assez
délicate. Alors, je vais te sortir de ce point délicat. Mais sur lequel on peut se discuter. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, parce que tu l'as évoqué comme ça, au passage, et pourtant je pense que c'est important, c'est la figure de ton frère. Et on a le sentiment, quand on lit ce texte, puisqu'on va essayer de lire les choses à partir de la calligraphie, on a le sentiment que ton frère, lui, a écrit l'Aleph toujours bien droit. Et qu'il était, j'allais dire, prêt, bien sûr, à être un bon musulman, mais prêt aussi à être communiste. Non, lui, il n'aimait guère la religion, et en tout cas l'islam. Pourquoi? Ça aussi, c'était un traumatisme. Il avait, dans notre famille, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, on a tous des yeux très clairs. Et mon frère, encore plus. C'était vraiment d'un bleu pas possible. Et il était en 6e, je crois. Et il y avait le cours de Coran. Le professeur, c'était le premier jour, il entre, il le regarde, comme ça, droit dans les yeux, il dit « Tes yeux sont des yeux de diable, quitte la classe. » Ça a été, je crois, ça l'avait traumatisé. Et quand il est devenu justement communiste, je crois, il y avait deux événements. Il était marqué par cette je crois, par ça. Et deuxième, c'était l'arrestation de mon père. Donc, ces deux événements l'avaient poussé vers le communisme. Et plus tard, bon, évidemment, il est resté très fidèle à son idéologie. Et je crois, à ma connaissance, c'était le seul communiste afghan qui a pu lire le Capital de Marx, parce que les autres, ils ne connaissaient même pas. Alors là, c'était le communisme, c'est le communisme, c'est tout. Et c'est vrai, c'était quelqu'un qui raisonnait, qui parlait. Donc, oui, j'ai beaucoup appris de lui, bien sûr. Au début, il voulait absolument que j'entre dans la jeunesse communiste. Enfin, j'ai fréquenté pas mal, et même je suis allé 2-3 fois dans les réunions. Et j'ai vu que j'étais tellement loin de ce monde de communisme, de réfléchir sur... Donc, alors que j'ai fait même, je me rappelle, lors d'une réunion, une analyse très approfondie de manifeste de communistes à l'époque. J'avais peut-être, oui, juste avant mon départ vers l'Inde, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Donc, et maintenant, quand je pense, je dis, mais j'étais complètement con, j'étais dingue, je ne sais pas quoi. Mais moi, je vais te dire, ce qui me parle, quand on lit ce texte et qu'on imagine cette importance qu'a ton frère, on se demande comment tu as résisté, parce qu'à un moment, il va jusqu'à te proposer de t'inscrire dans une école de cinéma. Et à l'époque, le cinéma, c'est très important pour toi. Ah oui, mais à Moscou. C'est vrai que moi, au début, donc, je ne faisais pas de la calligraphie, je faisais des dessins. Ensuite, ça aussi, je laissais tomber, ce que je raconte dans le livre, parce que quand mon père a été arrêté, à l'école, on a eu un concours de meilleur portrait du président. Et moi, j'ai fait un dessin qui a été apprécié, donc... Vraiment, j'allais, je crois, obtenir même tu as gagné, quoi. Mais je l'ai déchiré. Donc, j'étais très en colère. Et ensuite, je me suis orienté vers la poésie, vers l'écriture. Et plus tard, je me suis intéressé au cinéma. J'écrivais dans un magazine de jeunesse des critiques littéraires, mais aussi des critiques cinématographiques. Et j'étais invité... invité même au festival en Finlande pour le festival de jeunesse. Bref, je ne suis pas allé parce qu'on m'a interdit d'y aller, parce que je savais que si j'allais là-bas, ensuite je pourrais sortir ailleurs. Donc je suis resté et mon frère, il est venu me proposer une bourse magnifique, justement à une grande école cinématographique à Moscou. Oui. Et au début, ça me tentait, j'avoue, parce que quand même, le nom des Einstein, le cinéma russe, etc., j'adorais. Les Einstein. J'adorais. Je me dis, OK. Mais entre-temps,
j'ai tissé toute une relation avec la résistance afghane, la résistance des jeunes, etc. Et du coup, j'ai pris beaucoup de distance. Et la veille de mon départ, j'ai annoncé à mon frère que non, je ne partirais pas. Et là, je crois qu'il n'avait pas du tout digéré. Et je ne suis pas allé. Et quelques temps après, j'ai quitté l'Afghanistan sans lui dire un mot. Et je crois que ça aussi, ça a été très très dur pour lui. Et ton frère a été tué. Ton frère a été tué. Et tu racontes comment peut-être la dernière lettre qu'il t'a écrite te dit en gros, tu avais raison de partir. Oui, mais où est-ce que tu l'as lu ça? Tu sais que je lis les livres des gens que j'ai revus. Non, je ne l'ai pas écrit ça ici. Ouais. Je ne l'ai pas écrit. Bien évidemment que si. Bon. Est-ce que je l'ai inventé? Non, c'est vrai que quand j'ai quitté l'Afghanistan, je lui ai écrit plusieurs fois des lettres, plusieurs lettres, mais il ne me répondait jamais. Et un jour, je reçois une lettre de lui dans laquelle il écrit justement « Contrairement à toi, Attic, l'émotion l'emporte sur la raison. Et je t'écris. » Il ne dit pas directement que j'avais raison, mais cette formulation, ça m'avait beaucoup touché. Et tout de suite, je lui ai écrit une longue lettre, et je ne sais pas s'il a lu, non, parce que quelque temps après, il est parti dans un endroit où il savait qu'il serait tué. Donc il est parti. Et je crois que c'était une sorte de testament de lui. Et puis son dernier message à moi. Ouais. Et ce que je voudrais dire à propos de cet ouvrage, on va faire ce chemin qui est le chemin essentiel pour moi de ce livre, de la calligraphie à la callimorphie. Attic a prononcé le mot, c'est-à-dire de réaliser cette espèce de synthèse entre l'âme et le corps. Si la calligraphie, l'image du sacré, est celle qui peut rendre compte de l'âme, il manque le corps. Et là, on sent un Attic qui doit trouver une solution pour introduire le corps, les émotions, l'amour, le sexe, dans son écriture. Et il y a un très joli, et il faut le voir parce que c'est un des charmes de ce livre, le glissement de la calligraphie, on pourrait presque dire de l'abstraction, puisqu'on est pour la plupart incapable de lire le texte, d'avoir une espèce comme ça d'incarnation graphique, et qui va tout à coup prendre de la chair, du corps, du sexe, du corps des femmes. Oui, moi c'est vrai que je viens d'une culture dans laquelle c'est l'âme, l'esprit que l'on porte surtout, et puis le sacré. Et le corps est toujours banni, blâmé. Le corps est quelque chose de périssable. C'est la religion, bien sûr. Et alors que quand je regarde toute la poésie persane, la poésie mystique, et je vois que Dieu est présenté sous forme d'une femme, et le poète parle de ce Dieu comme s'il parlait d'une femme. Et cette contradiction, ce paradoxe, toujours m'intriguait. Et en faisant justement des calligraphies avec des lettres sacrées, petit à petit, je voyais que dans ces lettres, il y avait aussi le corps, le désir. Il y a quelque chose d'érotisme qui sortait. Et ça m'impressionnait encore plus. Donc, je me suis plutôt orienté vers ça, vers cette découverte du corps à travers des lettres. Encore plus parce que avant le 14e, 15e siècle, lorsqu'on calligraphiait le Coran et tous les textes, c'était une calligraphie très sophistiquée, arabesque, très rigoureuse, presque géométrique. Et en 14e siècle, 15e siècle, un calligraphe iranien, d'origine iranienne, à l'époque c'était perse, a inventé la calligraphie nastaliq, qui est une sorte de mélange de deux calligraphies arabes, mais
il y avait autre chose ajoutée dedans, qui est justement les courbes du corps. Et c'était parce qu'il s'était inspiré du corps des oiseaux et de l'oie. Et il a inventé cette nouvelle calligraphie. Et quand je regardais, quand je faisais la calligraphie, et je crois peut-être maintenant quand je reviens, puisque tu m'en parles, cet aleph que je dessinais, justement, je voulais lui donner cette courbe du corps humain. En effet, c'est pourquoi j'étais toujours puni. Et donc, oui, et là, je voyais, je découvrais dans chaque lettre le corps. Et puis le désir, bien sûr, des choses complètement bannies par la religion, souvent, ou cachées, etc. Parce que même si on est musulman, on a le désir, quoi que l'on dise, on a des fantasmes. Voilà. Donc, c'est pourquoi je me suis orienté vers ça. Et aussi, pour moi, il y a un rapport très, très proche entre les lettres et le corps humain et le désir humain. Et moi, en tant qu'homme, je vois le corps de femme dedans. Alors, je ne suis pas sexiste, hein, je ne suis pas misogyne non plus, hein, je suis un homme très... Mais tu n'as pas à sous-titrer tout ça, tout le monde a parfaitement bien compris ce qu'il en était. Mais il y a aussi une explication de la callimorphie dans ton texte, qui est au moment où tu réalises un film à partir d'un de tes ouvrages, et tu te trouves parfois dans l'impossibilité de traduire certaines images dans ton film, et tu prends des feuilles de papier et là tu calligraphies ou tu callimorphies, et c'est aussi comme ça que sont nées ces images, c'est-à-dire de cette façon impossible. Moi, j'ai juste pensé à cette 25e image, qui est cette espèce d'image subliminale qui s'inscrit dans notre cerveau encore plus fort que toutes les autres images et qui est utilisée dans tous les mécanismes de propagande, cette 25e image. Et j'ai pensé à ça, c'est-à-dire qu'il y avait un vide, un manque, et que le callimorphe remplissait ce manque. Et qu'est-ce qui se passe ? Une galeriste vient dans ton atelier, tu dis jamais bureau, tu dis toujours atelier. Oui, parce que j'aime bien le mot atelier. Oui, il est très beau. Et cette galeriste voit, les trouve tout simplement beaux et te propose de les exposer. Et là, tu es confronté à quelque chose qui est quasiment la confrontation que beaucoup d'artistes ont. Est-ce qu'on peut vendre ces callimorphes? Est-ce qu'on peut vendre l'expression comme ça d'un moment et d'un désir? Et tu vas être confronté à ça et tu vas devoir trancher et tu vas même devoir signer. Ah oui, alors ça, je reviens sur ça, sur cette question, justement, ce moment où, quand il y a eu cette exposition, et mes callimorphies sur les murs, ça a été très choquant pour moi. Je reviens sur cette question. Mais avant ça, oui, quand tu me dis que voilà, quand je ne peux pas faire de film, j'écris. Et quand je ne peux pas écrire, je fais des calligraphies ou callimorphies. En effet, ça a été toujours pour moi un mystère à l'intérieur de moi. Pourquoi je n'arrive pas à m'accrocher à un seul art, et faire une seule chose? Pourquoi je touche à tout? Et plus tard, en écrivant ce livre, j'étais aperçu qu'il y avait une chose, parce que ça explique aussi mon exil. Je crois que quand j'ai quitté mon pays, que j'ai voyagé d'un pays à l'autre, d'une terre à l'autre, d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre, d'une civilisation, et ça m'a marqué. Donc, de la même manière, je passe d'un art à l'autre, d'un média à l'autre, comme si j'étais toujours à la recherche de quelque chose, d'une sorte de stabilité que je ne trouverai jamais, jamais, jamais. Et donc, oui, ça explique ça, je crois, cette errance dans les arts. Et en ce qui concerne justement la partie... la galeriste. La galeriste, oui. Oui, parce que quand on écrit un livre, un roman,
évidemment, le livre, pour être lu, ça passe par des procédures de fabrication, etc., et où on lit vraiment des lettres imprimées, etc., etc. De même, quand on fait un film, c'est pareil. Mais voir une calligraphie faite, dans un moment donné, elle est là, sans sorte de fabrication, voilà, toute cette chaîne de fabrication, sans voir les autres mains qui avaient touché ça, et ils sont là. Et je vois même les traces de mes doigts. Et là, ça a été choquant. C'est la chose la plus intime que j'expose ici. C'était ma réflexion du moment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup troublé. Dans ce que j'ai dit, ok, je vends d'une certaine manière ma solitude, je vends mes désarrois, je vends mon silence, je vends mes doutes, mes incertitudes, toute intimité qu'on a pendant l'écriture ou pendant la création d'une œuvre. Et dans ce texte, c'est effectivement troublant, et il y a quelque chose qui sauve ce geste, c'est-à-dire ce sentiment trouble et presque obscène de vendre l'intime, c'est que tu vois les gens qui achètent ces callimorphes, les roulent et partent heureux. Et c'est ce qui, j'allais dire, nous sauve. Le bonheur de ceux qui achètent notre intime. C'est ça, ensuite, le paradoxe, c'est la contradiction de ça, bien sûr. Oui, on vend une sorte de l'intimité. Et il y a aussi dedans, il y a une callimorphie. Callimorphie, c'est en gros, c'est entre le dessin et la calligraphie. Quelque chose qui, voilà, c'est juste pour résumer ça, pour aller très vite. Mais il y a une calligraphie pour laquelle je me suis inspiré de l'origine du monde de Courbet. De Courbet. On connaît. Et moi, je voulais faire avec des minimums de traits, refaire ça. Et pour une raison très particulière. Vous ne verrez rien, mais je vous la montre, ça vous donnera envie d'aller y voir. Mais je vous assure, franchement, c'est strictement sidérant, parce que c'est l'origine du monde de Courbet, mais cette origine est une calligraphie. Et c'est une calligraphie. Oui, avec les lettres de Akhir Jahan, ça veut dire la fin du monde. Voilà, c'est un jeu. Et il y avait quelqu'un, un collectionneur de Monaco qui était venu ici. Et d'ailleurs, c'était le tableau le plus grand. Et parce qu'on n'a pas idée dans le livre de la taille de ces œuvres. Les tailles, ça commence à 3 jusqu'à énorme. Donc. Et le collectionneur, il est venu, il s'est mis devant ce tableau, il est parti. 30 minutes après, il est venu, un peu sous, il dit « Je veux ce tableau ». Il a acheté, et quelque temps après, il a envoyé une photo. Où est-ce qu'elle avait mis? Il est dans sa chambre, juste au-dessus de son lit. Et là encore, je dis, mais voilà. Avec ça, j'entre dans l'intimité d'un couple, et ce couple aussi entre dans l'intimité de ma vie, de ma création. C'est encore troublant. Alors, il y a, dans ce livre, bien sûr, cette calligraphie, c'est une quête. Et il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit simplement d'une quête qui nous mettrait en dehors de nos références, j'allais dire, occidentales. Il y a un nombre considérable d'auteurs par l'intermédiaire de citations que tu convoques dans ce livre. Et pour moi, ça va parce que j'aime de Michaud jusqu'à Victor Hugo. Et il y a dans un poème de Victor Hugo une phrase absolument extraordinaire sur le beau, sur la définition du beau. Le beau, c'est ce contour qu'on donne à l'infini. Et j'ai trouvé, je ne connaissais pas cette phrase, et quand si d'aventure j'avais maintenant à le définir, je trouve ça comme une évidence. Et il y a aussi ce cheminement dans ce texte. Ouais. Oui, c'est vrai que quand de Aleph
aller jusqu'à l'origine ou à la fin du monde, il y a une métamorphose qui suit aussi d'une certaine manière ma métamorphose à moi, qui j'étais en Afghanistan. Justement, cet élève qui n'arrivait pas à tracer correctement l'Aleph. Droitement. Voilà, pas correctement, droitement, exactement. Et puis, tout ce cheminement pour arriver jusqu'ici en France, et puis ici étudier, ensuite faire des films, et publier le premier roman ici en France, en plus chez POL, c'était impossible. Impossible. Et je ne voyais pas du tout qui pourrait lire mes livres et pourquoi. D'ailleurs, pour anecdote, puisque Jean-Paul aussi il est là, donc quand le livre Terre et Cendre a été publié, donc on a fait une réunion avec Jean-Paul et Paul pour voir comment ensuite présenter les livres, où ce qu'il fallait présenter, etc. Et où? Et moi, je disais, écoute, Jean-Paul, à Paris, il y a une épicerie afghane, là, on peut mettre mes livres dedans. Et Jean-Paul qui me dit, non, il y a aussi à Tic, la librairie La Une, il y a aussi l'Arbre à Lettres, il y a aussi ceci, il y a aussi ça, etc. Je dis, ah bon? Et moi, je ne réalisais pas qu'on pourrait quand même lire à cette époque. En plus, c'était en 99. 99. Quand même, qui pensait à l'Afghanistan? Personne. Parce que la guerre contre les soviétiques était terminée. Les talibans étaient au pouvoir. L'Afghanistan, vraiment, c'était un mauvais souvenir de la guerre froide. Basta. Et d'un seul coup, c'est vrai, le livre sort. Et la première chose que j'ai vue, c'était mon livre derrière la vitrine de la librairie La Une. Je dis, ah bon? Là, petit à petit, je me suis rendu compte que ça y est, il s'est passé quelque chose. Donc l'écriture, à quoi sert l'écriture? C'est ça, c'est ce partage d'une expérience très intérieure. Donc ça a été quand même, oui, ça aussi c'était une métamorphose. Ça a été vraiment pour moi quelque chose d'inouï. Et puis à partir de là, je peux dire que oui, je suis devenu encore quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et Callimorphe aussi traduit très bien cette métamorphose, parce que callimorphie, bon, c'est un mot que j'ai inventé, mais un jour, comme ça, en tapant le texte sur mon ordinateur, et il y avait le mot callimorphie n'a pas été souligné par le correcteur automatique. Je dis peut-être ils ont accepté le mot la callimorphie. Connaît déjà. Ils connaissaient déjà comment ça se fait. Et j'ai vu que non, en fait, le callimorphe existe, pas la callimorphie, mais le callimorphe, c'est un papillon qu'on appelle papillon migrateur. Ça, c'était quelque chose de troublant. Un papillon, en plus, avec des ailes noires et blancs. C'est comme la callimorphie. Et puis, en faisant des recherches, je suis arrivé quand même dans un tableau d'un grand peintre italien de la Renaissance. Il y a sur les cuisses de Vénus un dessin de callimorphe qui représente aussi justement à la fois la beauté, la métamorphose de Vénus, mais aussi comme une sorte de... je sais pas, le terme en français, c'est un peu troublant, mais c'est la nature morte. Toi qui rends hommage aux surréalistes, tu vois, le hasard objectif existe. C'est sûr. Moi, je voudrais continuer ce chemin, le prolonger et même lui donner des origines. Parce qu'il y a un Atik Raimi que vous ne connaissez peut-être pas. Ouais. Parce que quand tu es rentré en Afghanistan, quand tu es retourné, tu as voulu prendre ta place dans ce nouveau pays et tu l'as fait à travers les modes d'expression artistique, dont un qui est la télévision.
C'est-à-dire que tu t'es impliqué dans une télévision afghane, une télévision privée, dont tu es venu le directeur artistique, je crois. Voilà. Et tu as là ta contribution à ce combat contre la barbarie qu'on mène tous. Tu l'as fait à travers des programmes qui, aujourd'hui, chez nous, paraîtraient un peu étranges, qui vont presque de la Starac, de l'Académie du Rire ou de telenovelas. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant que tu dises en quoi. Et moi, alors, je te fais juste le dernier lien de ma façon de relier les fils dans ce que j'ai lu. C'est que quand il s'est passé ce moment où cette galeriste t'a converti à l'idée qu'on pouvait vendre une émotion, je me demande, et je me suis demandé en lisant ce texte, si ça ne préparait pas l'idée qu'il fallait parfois faire ce type de concession pour combattre cette barbarie, ce que tu as fait à la télévision. Explique-nous cette Atik Rahimi-là. Oui, c'est vrai que moi, jusqu'à 1996, c'est le moment où les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan, j'étais très, très loin de ma culture, de ma langue, de tout. Je voulais vraiment faire ma vie ici en France et ne plus penser à ça. Parce qu'avec la mort de mon frère, j'étais très traumatisé. Ce qui s'était passé aussi avec mon père, etc. Et je voyais aussi que mon père aussi avait laissé de côté l'Afghanistan, etc. Mais à partir de 1976, lorsque les talibans ont pris le pouvoir, lorsque j'ai eu une fille, lorsque, justement, j'ai fait mon deuil pour mon frère, et lorsque j'ai eu ma naturalisation, je suis devenu français, et d'un seul coup, tout, en une seule année, c'était quelque chose pour moi. Et à ce moment-là que j'ai fait une sorte de retour vers le pays, vers l'Afghanistan, vers la culture. Je me posais pas mal de questions sur ça. Et petit à petit, je me suis engagé sur pas mal de choses à ce moment-là même. Je soutenais toutes les associations qui soutenaient les femmes afghanes, l'éducation en Afghanistan, contre les talibans, etc. Même Massoud, quand il était venu en France, donc j'étais là, etc. Mais, tu soutenais l'action de Massoud. Oui, les actions, mais pas la personne. Oui, voilà, ça, c'est autre chose. Oui, oui, mais ensuite, en 2002, quand je suis retourné et que je voyais justement toutes ces jeunes, toute cette jeunesse afghane, donc, qui se battait, qui était de retour en Afghanistan avec un certain espoir, et là, je t'ai dit, non, il fallait s'engager à quelque chose. Mais comment? Dis-moi, par l'éducation et surtout par la création des ateliers de l'écriture. Mais en même temps, vous voyez, l'Afghanistan, quand même, c'est un pays qui contient presque 90% d'analphabètes, d'illettrés. C'est énorme. Donc, on ne pouvait pas, à travers la littérature, les médias, enfin la presse écrite, apprendre des choses aux Afghans, aux femmes et aux jeunes, etc. Donc, la radio et la télé étaient deux médias très importants. Donc, avec trois frères, c'est mes amis de longue date, on a créé justement une radio, première radio FM mixte, dans laquelle il n'y avait que des chansons et des histoires drôles. C'est tout. Je voulais pas. C'était rire et chanson en Afghanistan. Voilà, exactement. On a dit que non. Pour quelques instants, attendez. Mais par contre, petit à petit, on a introduit des histoires drôles, mais politiques. Et ensuite, on faisait réagir les gens sur ça. Et ça donnait quand même quelque chose de bien. Et alors, à la télé, alors évidemment, Starac, Afghan Star, mais d'une manière, je dis, écoutez, il fallait que tous les candidats aillent à l'école de musique ou d'un stage de musique classique pour qu'ils apprennent vraiment le répertoire classique de la musique afghane et ensuite venir se présenter à cette émission. Il y avait ça. Et puis, par contre, j'ai eu 3 émissions assez importantes. Donc, c'était une sorte de soap opéra à l'Afghan qui s'appelle Les secrets de cette maison. Parce qu'en Afghanistan, à cette époque, il y avait beaucoup de soap opéra indiens, etc. Et là, la première fois, on voulait vraiment créer un soap opéra afghan avec les problématiques afghanes, etc. Et
une émission de débat politique de 3 heures dans laquelle il y avait communistes, royalistes, islamistes venaient se débattre, pas battre. Voilà. On disait qu'il fallait changer justement le combat en débat. Ça, c'était notre slogan à ce moment-là. Ça, c'était formidable. Mais la chose la plus importante, c'était une émission pour les femmes de 14h jusqu'à 16h à la télé. Alors, c'est le moment où les hommes, soit ils sont dans les combats de caille, ou soit ils sont dans les maisons de thé, ou je ne sais pas où, bon, peu importe. Et les femmes sont seules dans la maison et peuvent regarder tranquillement l'émission. Et c'était avec un psychiatre qui était là, qui répondait, et les femmes afghanes pouvaient appeler par téléphone de manière anonyme et raconter leurs problèmes de couple, etc. Alors là, on a eu des choses extraordinaires. Pour ça, on était menacés parce que les femmes racontaient justement sur la vie sexuelle de leur mari, etc. C'était extraordinaire. On était menacés. Et le psychiatre, le pauvre, à la fois, il était comme une star là-bas, mais en même temps, il était protégé par 3-4 gardes du corps. Parce qu'il conseillait, il parlait justement de problèmes des hommes afghans, etc. etc. Donc oui, c'est de là. Et pour ça, évidemment, ensuite, on se pose la question, oui, mais en Afghanistan, quand même, il fallait avoir un poste de télé, de radio. Alors, pour ça aussi, on a pu convaincre la force militaire internationale qui était présente en Afghanistan de distribuer presque 40 000 de postes de télé un peu partout dans l'Afghanistan. Mais à la fin, ils ont distribué même 80 000 parce qu'ils ont vu que c'était très, très efficace. Et oui, et cette télé, maintenant, c'est la télé la plus regardée en Afghanistan. Il fait des émissions toujours très osées, toujours menacées. Même on a eu un reportage sur la pédophilie des seigneurs de guerre. Écoute, moi qui travaille dans le service public, je suis un peu ébahi parce qu'il existe donc encore des télévisions subversives. Ça m'intéresse, ça nous intéresse tous et on en rêve bien sûr. Attic, pour Clorpi, parce qu'on doit respecter les horaires, bien évidemment. Je voudrais quand même qu'on en revienne maintenant à l'itinéraire de cet ouvrage, parce que comme je l'ai dit au début, on est face à un écrivain qui ne peut pas écrire et ne peut plus écrire l'exil, mais on a le sentiment que c'est comme une énergie initiale pour essayer de comprendre, mais qu'ensuite, et tout au long du livre, et à la fin du livre, je ne vais pas dire que l'écriture de l'exil est abandonnée, mais que ce n'est plus la question qui se pose. J'espère, parce que comme ça, d'une autre manière, on comprend ce que c'est l'exil. Et moi aussi, je crois que j'ai compris d'abord pourquoi je ne pouvais pas écrire directement sur l'exil, parce que justement, il fallait que je retourne à mon enfance pour revenir jusqu'à présent et voir ce que l'exil m'a apporté. Donc, si je suis devenu un petit Attic Rahimi, aujourd'hui présent ici, parler à vous, d'écrire, d'avoir un prix Goncourt et avoir cette belle rencontre avec Daniel Piccoli. Donc c'est parce que c'est grâce à l'exil. Parce que toujours, bien sûr, par le temps qui court aujourd'hui, on parle de l'exil d'une manière dramatique. On voit toujours les désarrois, le drame, la tragédie, qui est vrai, et oh combien c'est réel. Mais en même temps, il faut dire aux responsables des pays d'accueil que l'exil, quand même, parmi ces 200 000 exilés qui sont là, qui dans l'errance, il y aura forcément des écrivains, des artistes, des penseurs, et tout donc. Absolument. Et pour faire un pont pour montrer combien les livres résonnent jusqu'à aujourd'hui et jusque même dans des endroits où peut-être on ne l'imagine pas, nous étions avec des élèves du Haut du Lièvre, du collège Claude Le Lorrain.
Et ils devaient assister à l'enregistrement de l'émission d'Atik Raimi. Ils m'ont vu avec ce livre, ils sont curieux, et c'est normal. Et ils m'ont demandé, mais faites voir ça. Donc, ce que le fait de voir ça, c'est les signes de calligraphie à la fin. Et ils étaient là, et ils me disaient, mais monsieur, là, c'est pas accentué, là, on comprend pas. Ça, c'est la calligraphie d'avant, du temps où le Coran était pour les gens qui savaient plein de choses, et pas pour nous. Et j'avoue que j'ai été sidéré. Hein. J'ai été sidéré de voir comment un texte comme celui-là, une calligraphie comme celle-là, pouvait résonner chez ces enfants de 4e et de 3e, là-haut, au haut du Lièvre, ou le plateau de Haye aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup ému. Et quand ils sont venus voir Atik Raimi, ils ont parlé avec toi. Oui, j'étais vraiment frappé par leur curiosité, mais aussi par leurs remarques. En effet, ça veut dire que, enfin, au moins, ils savent lire justement même cette langue qu'ils ne sont pas obligés d'apprendre ici. Et puis faire attention qu'il n'y a pas des accents. Donc je devais lui expliquer, oui, en persan d'Afghanistan ou en Iran même, on ne met pas des accents courts, mais enfin des voyelles courts, qui sont des accents. On met des voyelles longues, c'est tout. Et ensuite, il faut deviner, il faut connaître par cœur des lettres pour bien prononcer. C'est vrai que ça, c'est quelque chose pour des gens qui commencent à apprendre l'écriture et la lecture dans la langue persane. C'est pas très évident, pas très commode. Alors tu disais tout à l'heure, et je vais conclure. D'abord, je vais conclure sur le ton. Moi, ce que j'ai aimé dans cette rencontre, c'est d'être au-delà des certitudes. Et je pense qu'on vous a produit quelques hésitations, quelques réflexions songeuses. C'est-à-dire loin parfois de même ce que je peux moi produire dans les rencontres que je fais, mais j'aime à penser qu'il y a aujourd'hui la place pour ces tremblements sensibles, tremblements de l'âme, de l'intelligence et cette absence de certitude qui aujourd'hui, on a le sentiment que les certitudes nous emmènent parfois dans des chemins vers lesquels on n'aimerait pas aller. Et quand tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des milliers et des milliers de migrants et que peut-être dans ces migrants il y aurait un écrivain, un Atik Raimi, moi, ce qui m'a le plus troublé dans ces rencontres, c'est qu'il y a peut-être un Atik Raimi au haut du Lièvre. Et je l'espère. Et ce serait, je crois, une jolie victoire pour l'esprit républicain que nous partageons tous, et particulièrement en ce moment. Et j'aimerais vous saluer, Atik Raimi. S'il vous plaît. Merci. Merci.